Bonsoir à tous et bienvenue sur Reflet TV. Ce soir, deux sujets brûlants, deux réalités qui interrogent et parfois dérangent. D'abord, la sécurité routière, accidents, morts, violents, comportements à risque. Pourquoi nos axes urbains se transforment-ils trop souvent en scène de drame? Sommes-nous face à une défaillance des infrastructures routières ou à une démission des autorités ou encore à une culture du non-respect du code de la route? On en parlera ce soir dans la première partie de cette émission. Et puis, dans la deuxième partie, AES, Alliance des États du Sahel, depuis l'arrivée des régimes militaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger, le ton a changé. Souveraineté, rupture avec la France, mais aussi lutte contre le terrorisme. Mais sur le terrain, quelles réelles avancées et à quel prix démocratique? On en parle avec nos consultants du jour. Bonsoir à vous, docteur Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir, Cédric. Et Valentin Zawi, bonsoir. Bonsoir. Sociologue. Une question de sociologie aujourd'hui dans cette émission sur la sécurité routière que vous allez nous éclairer, bien sûr. Et puis, Eric Bayala, journaliste, analyste, bonsoir à vous. Bonsoir, Cédric. Enfin, Michel Bétard, journaliste et DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Michel Bétard. Bonsoir, Cédric. Alors, tout de suite, en place au premier sujet de cette émission, sécurité routière. Pourquoi tant d'accidents sur nos axes urbains? C'était un mardi noir, un matin de cauchemar sur l'autoroute du Nord. Hier, faut-il le rappeler, à hauteur de la forêt du Banco, un accident d'une violence inouïe a bouleversé la circulation et plongé des familles dans la douleur. Bilan, 25 victimes, dont 4 décès, des vies fauchées en quelques secondes. Retour sur ce drame, c'est maintenant sur vos écrans. Sur l'autoroute du Nord, à hauteur de la forêt du Banco, un terrible accident a endeuillé la matinée. Une collision d'une extrême violence a fait 25 victimes, dont 4 n'ont pas survécu. Un drame qui glace le sang. Il est un peu plus de 9 heures lorsque les sapeurs-pompiers arrivent sur place. Le décor est déchirant. Tôle froissée, cris de douleur, regards perdus. Le choc est brutal, la scène insoutenable. Aux environs de 9h55, le GSM a été alerté pour un accident de circulation sur la voie express Yopougon à Yamé. Conformément à la grille de départ, le GSM a engagé un engin pompe, 2 engins sanitaires. Donc, sur les lieux, les engins ont constaté un carambolage impliquant 10 véhicules, faisant un bilan définitif de 25 victimes. Parmi les 25 victimes, il y a 19 qui ont été évacuées. Il y a 2 qui ont signé des décharges de responsabilité et qui n'ont pas été évacués naturellement. Maintenant, il y a eu 4 décès calcinés, incarcérés. Et c'est cette opération de désincarcération qui a été menée et ces victimes ont été dégagées et mises à la disposition des pompes funèbres. Le véhicule à l'origine du drame sera un camion. D'après les témoins, il aurait percuté une cylindrée sur plusieurs dizaines de mètres avant de prendre feu. Les personnes à bord du véhicule sont toutes mortes, calcinées. Ce matin-là, il y a eu arrondissement. Donc les gars partaient doucement. Il y a eu un gros camion qui est quitté là-bas. Il a commencé à coincer les gens. D'autres voitures sont quittées devant, mais d'autres voitures ne pouvaient pas quitter. Je est venu monter sur un taxi Nyango. C'est sur le taxi Nyango il a pris d'appui. Jusqu'en haut là-bas, jusqu'en ici. Arrivé ici là, on a commencé à voir fumée sortir. Le temps qu'on a dit le feu là, on ne pouvait plus rien faire. Donc le feu est venu fort. Mais néanmoins, on a pu sauver une personne. Mais les 3 autres là, on a fait de nos mieux, ça ne pouvait pas. Avant que les pompiers vont venir là, le feu était déjà fort. Il y avait quelqu'un à côté qui criait « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Plus qu'il y avait le feu était fort, nous on ne pouvait rien faire. Seules 2 personnes ont refusé d'être prises en charge, signant une décharge de responsabilité. Les autres blessés ont été transférés en urgence vers les CHU de Yopougon, Cocody et à la polyclinique de Landénier. Ce mardi 27 avril laisse des souvenirs amers. En quelques secondes, des destins ont été brisés, des familles plongées dans le chagrin. Triste nouvelle que nous avons tous suivi hier mardi. En tant que sociologue, Valentin Zawi, comment vous analysez cette situation dramatique qui s'est produite? Écoutez, les spécialistes du ministère des Transports le disent, quand on parle d'accident, ça convoque 3 facteurs. Le facteur humain,
donc qui met en lien avec toute la notion du civisme, le facteur état des véhicules, donc la dimension mécanique, et le troisième, c'est les infrastructures, l'état de nos routes. On sait tous combien, malheureusement, le code de la route n'est pas respecté dans nos pays. Donc, quand il y a accident, en règle générale, ça va toucher à la dimension humaine. Ça veut dire qu'on n'a pas respecté le code, ou les gens ils sont fatigués, ils vont quand même conduire, ou parfois il y en a qui prennent des substances excitantes, d'après eux, pour pouvoir tenir. Donc oui, il y a forcément la dimension humaine qui a un impact malheureusement important pour les accidents. Et ce qui fait que sur nos routes, généralement, on va constater parfois des véhicules qui, j'allais dire, a priori, ne devaient même pas rouler par rapport à l'état qu'on voit, mais qui roulent, qui ont quand même la vie technique. Donc, ça pose plusieurs problèmes. Et on le sait, il y a aussi la corruption qui est endémique dans nos pays. Donc, du coup, on a des personnes qui n'ont pas le droit de rouler parce que la voiture n'est pas en état, mais qui sont quand même sur nos routes. Donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent en ligne de compte. Comme je l'ai dit, l'incivisme, qui est malheureusement un vice très partagé, l'état des véhicules, même si l'État a fait des efforts pour renouveler la flotte, mais bon, il y a encore beaucoup à faire, et des routes. Les efforts sont faits, mais malheureusement, dans nos villes, dans nos rues, il y a encore des voies qui laissent à désirer. Et donc voilà, c'est ces trois facteurs qu'il faut considérer pour comprendre ce qui nous arrive, quoi. Bien, Michel Betta, ces accidents sont similaires parfois sur nos routes, surtout à Abidjan et dans nos grandes villes. Malheureusement, vous me donnez là l'occasion encore de présenter nos sincères condoléances aux familles qui ont perdu un être cher et puis vraiment nos prompts rétablissements aux blessés. Vous savez, quand on a vu le drame qui s'est produit hier à Yopougon, sur la route de Yopougon à Gamé, on en arrive à une seule conclusion, pour ma part, à une seule conclusion. C'est-à-dire, ça nous a envoyé le miroir de notre irresponsabilité collective. C'est vrai que l'État, ça ne gagne pas dans cette irresponsabilité-là, mais déjà, il faut se dire que nous tous, nous sommes convoqués sur ce drame-là. Nous tous sommes convoqués et le premier regard qu'on peut porter, c'est nous demander pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris quelques statistiques de 2024 données par le Conseil national de sécurité. On est à près de 1050 morts pour 2024 seulement, dû aux accidents. Vous voyez que c'est énorme. C'est énorme. Et puis, quand on sait que 95% des accidents sont dus, pour les chiffres que j'ai notés quand même, sont dus aux facteurs humains, on dit, mais notre responsabilité est énorme dans ce drame-là. Et vraiment, je pense que dans les échanges, on aura peut-être à dire qu'est-ce qu'il faut faire quelque peu. On va donner des pistes de réflexion à l'État et puis aussi situer notre part de responsabilité, aussi bien celle de l'État que des usagers que nous sommes, et essayer ensemble, je dis bien ensemble, de faire en sorte que ce soit vraiment moins douloureux pour nous, parce qu'on ne voudrait pas revivre ce genre de situation, on ne voudrait même plus les vivre. Donc vraiment, je pense que notre responsabilité est collective et il faut qu'on s'engage mutuellement à faire en sorte que ce genre de drame-là soit vraiment loin derrière nous. Il y a Eric Bayala, responsabilité collective, responsabilité partagée, État, force de l'ordre et population. Comment vous réagissez? Je pense que d'abord, dans un premier temps, je voudrais m'incliner devant la mémoire de ces victimes et souhaiter nos condoléances aux familles éplorées et pour dire que c'est une situation vraiment dramatique. Mais en ce qui concerne la responsabilité dont vous parlez, je pense qu'ici, il faut convoquer dans un premier temps, au regard de l'endroit où l'accident a eu lieu, la voie a été refaite, entièrement refaite. Ce n'était pas cette voie qui était cabossée à l'époque, qui rendait la circulation difficile. L'État a pris ses responsabilités, l'État a eu à refaire cette voie. Et l'ensemble même du réseau routier de la Côte d'Ivoire actuellement en train d'être réhabilité. On nous dit que peut-être les experts reviendront là-dessus, mais c'est en somme plus de 9500 km de routes bitumées que l'État a déjà eu à faire
pour que nous ayons une circulation un peu plus aisée, pour que l'État apporte sa contribution à ce que les déplacements aussi bien des citoyens de façon pédestre ou bien de façon motorisée soient des plus aisés. Mais malheureusement, quand on a une bonne route, parce que là où l'accident a eu lieu, on peut tout dire sauf convoquer le facteur de la route parce que la route était bonne. Maintenant, apparemment, au regard des témoignages recueillis, il semblerait que le gros camion a perdu donc ses freins ont lâché. Et donc, il a fait une descente libre sur l'ensemble des véhicules qu'il y avait en face de lui. Donc, il y a le problème de la visite technique, le problème mécanique. Et donc, c'est un peu ça. Quand vous prenez ne serait-ce que l'autoroute du Nord, vous verrez peut-être à chaque 20 ou 30 mètres des unités de gendarmerie qui y sont à chaque fois, qui arrêtent les voitures. Nous sommes à nous demander qu'est-ce qu'ils contrôlent véritablement. Parce que si des voitures qui n'ont pas la visite technique à jour, parce que quand il y a eu l'opération Épervier, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de voitures qui circulent sans assurance. Il y en a qui circulent sans des visites techniques à jour. Et quand vous prenez l'autoroute du Nord, mais vous voyez la brigade routière de la gendarmerie, pendant que l'État même avait fixé l'ensemble des barrages à 33 barrages, en ce qui concerne qu'on appelle l'étendue du territoire national. Mais ne serait-ce que parcourir l'autoroute du Nord, vous allez voir des unités de gendarmerie à chaque fois en train de faire garer les gros camions, les cars. On se demande qu'est-ce qu'ils contrôlent. Qu'est-ce qu'ils contrôlent? Parce qu'on ne peut pas comprendre que des voitures qui n'ont pas de visite technique soient encore en chose qu'on appelle en circulation. L'État a refait les routes. L'État a institué le permis à points pour que tous les contrevenants aient leur permis retiré, des points retirés sur leur permis jusqu'à ce qu'on en arrive au retrait même du permis. L'État a mis en place une brigade de sécurité routière pour veiller à la fluidité du trafic routier. L'État est en train de remplir sa part. Maintenant, nous, le facteur humain, notre responsabilité citoyenne, elle est où? C'est ça. Parce que quand on voit que nous avons un véhicule qui ne remplit pas les conditions techniques et malgré ça, on se met en route avec ce véhicule, ça veut dire que nous démissionnons de notre responsabilité en tant que citoyens. Merci Eric Bayala. Alors parlons de visite technique. Il y a des véhicules qui font, sinon des propriétaires des véhicules qui font des arrangements pour pouvoir passer les visites techniques. C'est une autre interrogation que cela soulève. Et puis un autre point sur lequel vous allez intervenir, on parle de permis à point, vidéo-verbalisation. Malgré tous ces dispositifs, les accidents continuent. Bien. Je vais emboîter le pas avec confrère en présentant mes sincères condoléances aux familles endeuillées. Parce que hier, j'étais à 300 ou 400 mètres de l'incident. Voilà, comme on l'a vu dans la vidéo. Effectivement, le gros camion, c'est le gros camion qui est à l'origine de ce drame d'hier. Parce que quand les frères ont lâché, il a commencé à percuter certains véhicules, d'autres qui ont réussi à s'échapper. Et puis, le Yango ou bien le taxi, lui, n'a pas eu la chance. Et puis bon, voilà, tout le monde, on a constaté ce qui est arrivé. Et quand les pompiers sont arrivés, c'était déjà trop tard, on ne pouvait plus rien faire. Alors, vous savez, sur l'autoroute du Nord, particulièrement sur l'autoroute du Nord, c'est une descente. Et si vous remarquez bien, à chaque fois qu'il y a, par exemple, un accident sur l'autoroute du Nord, c'est-à-dire dans le sens Yopougon à Djamé, c'est toujours à ce même endroit-là. Alors, c'est une descente. Et là, il y a un radar. Alors, le radar stipule qu'il faut rouler à 60 km à cet endroit-là. Alors, 60 km, le gros camion qui quitte peut-être à Nzianoua en venant, ou bien peut-être qui quitte l'autoroute du Nord, Yamsokro en venant, peut-être s'il ne maîtrise pas la route, ou bien si son frein est défaillant, d'ici il va finir la côte, c'est difficile. Peut-être que le radar est à l'origine de beaucoup de ces incidents. Bon, sait-on jamais. Alors, concernant le permis à point, c'est vrai que ça a été institué. Mais comme le disait Zawi ici, il y a le facteur matériel. C'est-à-dire, on sent que le parc automobile ivoirien est vieillissant, très vieillissant d'ailleurs. Voyez-vous,
À Abidjan, il y a des véhicules de 50, 40, 30 ans qui roulent, des véhicules de transport en commun, des minibus. Hier, dans le Carambola, il y a eu un Gbaka, un minibus de 30 à 35 places qu'on appelle communément Gbaka. Mais je vous assure que ce minibus-là est irrécupérable. Voilà, il y a eu tellement de blessés, peut-être 20 à 25 blessés dans ce minibus. Alors, quand vous voyez l'état de ce véhicule, et puis ça roule encore en Côte d'Ivoire, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Comment a-t-il eu la vie technique? Y a-t-il des policiers qui contrôlent régulièrement les pièces de ce véhicule? Alors, il y a beaucoup de questions que l'on se pose quand on voit certains véhicules rouler à Abidjan. Alors, c'est vrai que le permis à point a été institué, mais il faudrait que les agents de l'ordre qui contrôlent ces pièces-là puissent mettre de la rigueur dans leur travail en retirant certains véhicules de la circulation pour préserver des vies. Bien. Valentin Zawi, la question de la tracasserie routière revient à chaque fois. C'est aussi l'une des raisons qui est à la base de ces nombreux accidents sur nos routes. Quand les agents, on n'accuse personne, mais lorsque certains agents véreux des forces de sécurité n'arrivent pas à bien faire le contrôle en échange de billets de banque, voilà, c'est conséquence de ces genres d'accidents. Oui, mais j'en parlais à l'entame de notre programme. Nous sommes malheureusement une société très corrompue. La corruption, elle est endémique. C'est même l'institution de la bonne gouvernance, la haute autorité de la bonne gouvernance qui parle de 1400 milliards qu'on perd par rapport à la corruption. C'est près du 10e de notre budget national, hein, si je ne m'abuse. Hein. Donc, on a ce problème-là. Bon, écoutez, hier encore on en parlait. Nous sommes un pays qui a pour valeur union, discipline, travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes un pays, la Côte d'Ivoire, où quand on est ici, on doit avoir des citoyens et les habitants venus d'ailleurs qui vivent chez nous. On doit donc incarner ces valeurs-là, y compris celles de la discipline. Alors, si les usagers de la route eux-mêmes ne font pas, j'ai failli dire l'effort, de respecter les règles, et si malheureusement les forces, les corps habillés, la force publique qui est censée réguler, s'assurer que tout le monde est en règle, passe à côté de l'essentiel en étant plutôt préoccupé par comment arrondir ses fins de mois, enfin leur fin de mois, on ne s'en sort plus. Donc effectivement, il y a ce problème-là et on le constate pour peu qu'on ait un véhicule, qu'on soit sur la voie, on se rend compte que malheureusement, les contrôles qui sont censés mettre de l'ordre au niveau de la circulation, ces contrôles ne sont pas faits parce qu'on a des agents véreux, on va le dire comme ça, dans la police et qui ne fait pas ce travail-là. Donc, effectivement, ça pose question. Après, c'est Dr Ouattara qui, tout à l'heure, si j'ai bien compris, disait que le radar est à l'origine de l'accident. Non, le radar n'est pas à l'origine de l'accident. Le radar est là aussi pour régenter la circulation. C'est justement parce qu'on a des choses à se reprocher qu'à l'approche d'un radar, on fait des manœuvres qui peuvent mettre la vie des autres en danger. Donc, au cœur de la situation, il y a la notion du civisme. Voilà. Bien. Il y a une autre interrogation aussi, la question de formation des conducteurs. Est-ce que cette formation est réellement sérieuse en Côte d'Ivoire, l'obtention du permis de conduire? Il y a une certaine période où on a vu l'arrivée des gendarmes pour la délivrance des permis. C'était vraiment avec une certaine rigueur, mais on apprend que plus tard, il y a un laisser-aller dans cette opération. Vous savez, je le disais d'entame, la route ne tue pas d'elle-même. C'est pourquoi j'ai parlé le miroir de notre irresponsabilité collective. La route ne tue pas d'elle-même. C'est plutôt nos comportements, notre négligence, notre attitude qui est à l'origine de tout ce à quoi nous assistons. Oui, quand je dis notre attitude, je parle de nous tous. Parce que, en fait, quand je parle du citoyen, on va partir peut-être vers les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre ne sont pas les seuls responsables de tout ce qui arrive. Il y a aussi le citoyen lui-même. Quand aujourd'hui on parle vous parlez du permis, mais au-delà du permis, il faut parler même qui est chauffeur, qui est automobiliste, parce que là il faut convoquer un peu, s'interroger si il y a des automobilistes qui ont leur voiture personnelle, il y a d'autres qui sont habilités à conduire les engins
hein, comme les camions, le gros... Vous avez des propositions dans ce sens? Oui, mais c'est Allez-y, ça. allez-y. C'est là même, parce que j'ai interrogé un peu au niveau de l'OSER. Il y a des lois qui ont été déjà votées, mais c'est la mise en œuvre qui tarde. Parce que pour conduire aujourd'hui même un véhicule, pour conduire un véhicule de transport en commun, il y a une certaine réglementation qu'il faut respecter. Il faut avoir une certaine certification pour le faire. Mais jusqu'ici, toutes ces mesures-là ne sont pas mises en œuvre. Pour vous dire que l'État a pris certaines mesures, mais il faut arriver à les mettre en œuvre pour que chacun sente sa responsabilité sur la route. Parce que la route, là, quoi qu'on veut, on veut ignorer, la route tue. Mais c'est pas la route qui tue, mais c'est les comportements de nos comportements sur la route qui tuent. Donc là, il faut que chacun prenne la mesure de sa responsabilité. On le dit, bon, les forces de l'ordre sont souvent indexées, mais elles ne sont pas les seules. Nous, chacun de nous, au niveau même des panneaux, vous voyez, hier même, je le disais ici dans une de nos émissions, vous avez des panneaux de signalisation qui n'existent pas et on vous dit non, vous ne devez pas passer par là. Mais comment tu le sais? Si le panneau même a disparu. Donc, je dis que dans tout ce qui se passe aujourd'hui sur nos routes, il faut que la route soit mise aux normes des priorités. Il ne faudrait pas que ce soit un sujet secondaire dans l'approche sécuritaire sur la route. Il faut que la sécurité routière soit mise aux normes des priorités. On a fait une sensibilisation. On a fait des semaines de la sécurité routière. Mais jusqu'ici, on continue de dénombrer d'énormes dégâts sur les routes. Mais il faut réanalyser notre audit de communication autour des routes et vraiment la mettre aux normes des priorités afin de trouver des solutions qui soient pérennes et qui nous amènent à imiter certaines bonnes pratiques ailleurs. On te parle de l'exemple du Rwanda, on parle de l'exemple du Maroc. Ce sont des exemples qui donnent envie de voir, envie de voir en Côte d'Ivoire. Parce que on te dit qu'au Rwanda, vraiment, la pratique routière est vraiment bien contrôlée. Merci, Michel au point Beta. qu'on ne peut pas avoir ce genre de drame-là aussi fréquemment. Éric Bayala, réaction après ces différentes interventions? Oui, mais ce que nous disons, c'est qu'effectivement, en ce qui concerne la responsabilité sur les accidents de la circulation, on ne peut pas jeter l'anathème sur une seule corporation. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité. Voilà. D'abord, qui est propriétaire du véhicule, en fait, le propriétaire du véhicule, parce que généralement, ce sont les voitures qui assurent le transport en commun. Et donc, on a deux personnes. Il y a le propriétaire et il y a le chauffeur. Généralement, le chauffeur vous dira que je n'ai pas la responsabilité d'engager des dépenses en ce qui concerne les réparations du véhicule. Ça relève du propriétaire. Donc, quand il dit au propriétaire que bon, il y a une telle défaillance, le propriétaire lui dit bon, écoute, arrange-toi, vas-y à ce tour, au prochain tour on verra. C'est une affaire de ni à la sonnante, tu vas arriver et puis après on verra le reste. Bon. Pendant ce temps, une fois que la voiture n'a pas d'assurance, la voiture n'a pas de visite technique, c'est dit qu'au prochain contrôle routier, la voiture n'a pas le droit de franchir ce barrage-là. Mais comment est-ce qu'on se trouve sur une voie alors que la voiture n'a ni assurance ni contrôle? Donc cela engage la responsabilité ici des forces de l'ordre. Parce que quelqu'un même qui n'a pas son véhicule en état de rouler doit avoir peur de sortir de chez lui parce qu'il sait que ça sera vraiment très rigoureux ça sur le plan. C'est une responsabilité citoyenne. Voilà. Malheureusement, la citoyenneté, sinon la responsabilité citoyenne, en tant qu'individu propriétaire qui te dit que je dois mettre une voiture qui a toutes ses pièces et qui est en bon état de circuler, malheureusement, à ce niveau-là, le citoyen, pour lui, il est plutôt préoccupé par comment je me déplace et non dans quel état se trouve mon véhicule. Le policier qui doit s'arranger ou bien que l'État a commis pour réguler la circulation et enlever dans les mailles du filet, tous les contrevenants arrivent à passer à travers les mailles du filet, ça devient la responsabilité donc de l'État par la police et la gendarmerie. Et puis ensuite, il y a les panneaux de signalisation. Aujourd'hui, avec le trafic qui va avec, il y a des panneaux qui n'ont plus le droit d'exister sur certains endroits qu'il faut réactualiser. Et quand vous prenez peut-être, je cite la commune de Makori ou bien de Treichville, vous allez voir que même au plateau, de temps en temps, en fonction du trafic, il y a des sens interdits pour permettre à une circulation aisée
dans ces différentes communes-là. Mais vous allez voir que le même panneau de signalisation, depuis qu'on a construit la route en 1960 ou en 1900 combien, qui indiquait que il fallait aller à plus de 120 km/h, on ne prend plus en compte l'agglomération qu'il y a autour, et que ce panneau-là, on doit pouvoir le changer pour l'adapter à une nouvelle limitation de vitesse. Et donc, il y a tout ça qui va avec. Merci. Si vous voulez, c'est plusieurs facteurs. Alors, Valentin Zawi et Dr Daouda Ouattara, 30 secondes chacun pour terminer. Oui, non, j'avais juste... pardon, Michel par 2 fois a dit que la route d'elle-même ne tue pas. Oui, il est bien gentil, non, la route tue. L'état de la route, si l'état de la route n'est pas bonne, l'état n'est pas bon, pardon, ça peut créer un accident. Et il y a aussi des accidents parce que la route n'était pas bonne. C'est pourquoi on parle du principe qu'il y a accident. Ce sont ces 3 facteurs-là. Ou c'est humain, ou c'est le véhicule, l'état du véhicule, ou c'est la route elle-même. Donc, la route elle-même aussi peut tuer. Bien, donc, d'accord. Je reprends rapidement Valentin Zawi. Quand j'évoquais le radar, au fait, le radar est situé juste après la côte. Donc, quand le véhicule poids lourd finit la côte, quand il perd le contrôle, quand ses freins lâchent, au fait, quand les véhicules arrivent au niveau du radar, il y a un ralentissement, tout le monde ralentit. Donc quand le poids lourd perd le contrôle, bien les freins du poids lourd lâchent, ça crée les carambolages à chaque fois. Mais justement, donc c'est pas le radar qui a les freins n'ont pas à lâcher. Pour revenir à la question, alors selon le ministère des Transports ivoirien, 60% des accidents qui surviennent en Côte d'Ivoire, 67% des accidents qui surviennent en Côte d'Ivoire se passent à Abidjan. Seulement à Abidjan, 67% mais sur les 100%. C'est la plus grande ville du pays. C'est dû au fait qu'il y a l'incivisme. Parce que les chauffeurs dits commerciaux ne pensent pas à la vie des clients. Mais ces chauffeurs-là pensent plutôt à la recette qu'ils doivent verser aux propriétaires des véhicules le soir. De ce fait, ils sont prêts à tout pour gagner du temps. Merci. Alors, il y a aussi la méconnaissance des panneaux, du code de la route. La méconnaissance du code de la route. Et puis, la conduite sous des accidents. Merci. Pourtant, dans ce pays, il a été dit que des alcotex allaient se faire à chaque point de rue. Mais on n'en voit pas. Et puis, pour finir maintenant, on a le vieillissement du parc automobile ivoirien. Il faudrait que le ministère des Transports, à travers ses organes, prenne ses responsabilités. Merci, docteur. Merci. Extirper ces véhicules de la circulation. 30 secondes. Oui, moi, j'ai dit, passer l'émotion, allons à la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, on a fini de s'apitoyer. Il faut que les responsabilités soient situées. Moi, je pense qu'il faut donner de la redevabilité à ces ministères-là. Je parle de transport, sécurité et intérieur. Il faut qu'ils aient de la redevabilité vis-à-vis des usagers de la route, des populations que nous sommes. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent non seulement situer leurs responsabilités et puis évaluer leurs actions en fonction des accidents de la route. Et comme je le disais tantôt, il ne faudrait plus que la question de la route soit une question secondaire. Il faut qu'elle s'inscrive au nombre de priorités nationales. Éric Bayala. Oui, moi je pense que en ce qui concerne les accidents de la route ou bien les mesures prises par l'État, ce sont des mesures déjà encouragées. L'État est en train de faire sa part avec la réhabilitation de nombreuses routes. L'État est en train de faire sa part en instituant la vidéo-verbalisation, les caméras et tout ce qui va avec. Mais il faut que nous-mêmes, en tant que citoyens, on puisse convoquer notre responsabilité. C'est nous ceux qui sommes responsables, l'État n'est plus responsable. Non, c'est pas ce qu'il a dit. C'est ce qu'il veut faire. C'est pas ce qu'il a dit. Alors, chers téléspectateurs, français facile. Alors, nous allons marquer une courte pause pour la réclame publicitaire. On revient juste après la pause pour parler de l'Alliance des États du Sahel, AES. Voilà, nous sommes de retour de la pub et dans cette deuxième partie, quelle avancée concrète sous les régimes militaires dans l'Alliance des États du Sahel? C'est le sujet de cette partie. Première question, Michel Betta, qu'est-ce qui marche aujourd'hui de manière concrète qui était autrefois un échec avec les civils au pouvoir dans les États de l'AES? Oui, moi je veux que d'abord on situe la nature des États de l'AES. L'AES aujourd'hui, à mes yeux, apparaît comme une forme de laboratoire, de reconquête de l'Afrique pour sa souveraineté. Voyez-vous, on veut aujourd'hui contrôler l'économie, contrôler la sécurité, contrôler même la diplomatie, sans avoir avoir l'option de l'Occident. L'AES prend aujourd'hui des nouveaux engagements avec des partenaires. Elle prend aujourd'hui, essaie de mettre son armée en ordre
afin de faire face au terrorisme. Et l'AES aussi gagne l'assentiment de nombreuses populations. Donc, c'est vous dire que aujourd'hui, on doit faire le bilan à mi-parcours de l'AES, parce qu'ils n'ont pas encore fini. À mi-parcours de l'AES, ce qu'il faut retenir de plus, c'est cette capacité à pouvoir mettre l'armée en ordre, ce qui n'était pas le cas avec les régimes civils qui sont passés, au point que les armées du Mali et même du Burkina étaient un peu des armées un peu désordonnées, de sorte qu'on ne pouvait même pas... La lutte contre le terrorisme, c'était vraiment quelque chose de difficile à gérer. Aujourd'hui, bien que cette lutte-là ne soit pas parfaite, mais l'armée malienne, que ce soit en Burkina, s'y engage pleinement. Donc ça, c'est à mettre à l'actif de l'AES. L'AES, comme je l'ai dit en d'entame, c'est un essai, c'est un laboratoire, et nous attendons de voir que ce laboratoire-là puisse produire, comme ils l'ont toujours vanté, des résultats probants, durables, afin que... Mais est-ce qu'il y a déjà des résultats probants? Mais c'est pourquoi j'ai parlé de l'armée qui s'engage résolument dans la lutte contre le terrorisme. J'ai parlé aussi de nouveaux accords, sans avoir à demander l'onction de ce qui étaient les anciens colons. Et j'ai parlé aussi de cette volonté de mettre le peuple adhère, cette adhésion populaire des régimes AES, c'est déjà un atout considérable. Bien, merci. Eric Bayala, laboratoire de reconquête de l'Afrique pour l'obtention de sa souveraineté. Ce sont les propos de Michel Betta. Et puis, il note également une montée en puissance des armées de ces différents pays. Il parle de laboratoire. Ce laboratoire appartient à qui? Non, mais écoute, il faut qu'on sorte de ce populisme qui vante un comportement qui ne répond à aucun principe, parce qu'on voit que les populations souffrent. Oui, il faut le reconnaître, parce que d'aucuns ont pris le pouvoir pour disent-ils, nous allons prendre le pouvoir et d'ici à 1 voire 2 ans, régler le problème de la sécurité, rétablir la sécurité. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration au niveau de la sécurité? Non, mais aujourd'hui, regardez tout récemment ce qui se passe. Ce que vous ne savez pas, c'est que le Mali, le Burkina et le Niger, mis ensemble, font 2,78 millions de kilomètres carrés en termes de superficie. C'est un peu plus de la moitié de l'ensemble même de la CEDEAO, pour une population de 72 millions d'habitants. Et quand on connaît la capacité de France, c'est-à-dire individuellement, ils n'arrivent même pas en son temps. Disent-ils, quand il y avait les régimes civils, ils disaient que l'armée n'arrivait pas à assurer la sécurité de ces États-là vis-à-vis du terrorisme. Les militaires ont pris le pouvoir, mais dites-moi aujourd'hui, quelles sont les contrées qui ont pu être reconquises depuis que l'armée a repris le pouvoir? Est-ce que la sécurité a été rétablie sur l'ensemble du territoire tel qu'on l'avait promis? Ce que nous remarquons, c'est que ces régimes militaires ont commencé à revendiquer des quinquennats. De 2 ans de transition, ils en sont arrivés à 5 ans. Mais 5 ans, c'est un mandat. Voilà, donc il faut avoir le courage de reconnaître que ça a été un échec. Et quand on dit qu'ils signent de nouveaux accords, on ne quitte pas, on appelle ça chez un tuteur X, pour aller chez un autre tuteur. Quand on veut être souverain, ou bien quand on veut être libre, on s'arrache totalement de la pesanteur de l'extérieur. Mais comme je le disais tantôt, il faut comprendre que la politique basée sur les idéologies telles que la souveraineté, ou bien la bonne gouvernance et autres, ce sont des paradigmes qui sont morts depuis les années 90. Aujourd'hui, on parle plutôt du développement humain, de qu'est-ce que les populations gagnent en termes de leur quotidien. Merci. Sinon, merci, quand Eric vous parlez Bayala. de souveraineté, Merci. ceux vis-à-vis de qui vous voulez être souverain, on vous a très bien compris. Vous n'avez pas les mêmes approches, vous n'avez pas les mêmes problèmes. Dr Daouda Ouattara, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il y a de l'amélioration, une nette amélioration au niveau sécuritaire et même social dans ces pays membres de l'AES? Bien sûr, il y a une nette amélioration, puisque le PIB de ces pays-là n'a cessé de croître. En 2024, le PIB du Mali et du Burkina Faso a augmenté de plus de 4%. Alors, c'est une avancée. Pour ceux qui pensaient... Quelle source? Pour ceux qui pensaient que l'AES n'allait pas faire long feu, pour ceux qui étaient pessimistes dès le départ. Alors, il faut dire que aujourd'hui, l'AES est une sorte d'embryon ou bien une sorte de pépinière pour le panafricanisme en Afrique. Laboratoire.
un laboratoire, si vous voulez, un laboratoire du panafricanisme en Afrique. Le laboratoire est un propriétaire. L'AES a réussi, n'est-ce pas, à annuler les accords léonais qui liaient ces pays-là aux pays impérialistes, tels que les accords sécuritaires, économiques et bien d'autres. Alors, l'AES aussi a réussi à rapprocher près de 115 millions d'habitants de ces 3 pays. Alors, aujourd'hui, ces pays-là parlent d'une seule et même voix, c'est-à-dire parlent un seul langage, ont des objectifs communs. C'est en ce sens même que l'AES est en train de partir vers une confédération où il y a le collège des chefs d'État, il y a un parlement de l'AES et puis des assises des ministères des Affaires étrangères. Ils sont, même si ce n'est pas encore bien acté, mais ils sont en train de tendre vers cette confédération. Alors, il y a des assises des ministères des Affaires étrangères et puis il y a des assises des ministères de la Défense. Et qu'est-ce que ça apporte réellement aux populations? Ce que ça apporte réellement aux populations, c'est la sécurité. Parce qu'il y a des accords... Malgré ces attaques terroristes qui ont lieu dans ces pays. Mais quand les autres régimes étaient là, les terroristes n'avaient pas disparu. Mais la lutte contre les terroristes, c'était l'argument avancé par... La lutte... Mais ça se fait. Non, pourquoi ça c'est un échec alors? Concernant le timing, en Côte d'Ivoire ici, on a entendu un candidat dire à l'époque qu'il voulait un seul quinquennat. Aujourd'hui, peut-être on tend vers la demande d'un 4e quinquennat. Donc le timing là, voilà, le timing là ne suffira jamais. Alors le terrorisme est un fléau tellement délicat que pour le combattre, c'est pas du tout aisé. Mais ces présidents qui étaient des civils pouvaient aussi prendre du temps pour pouvoir lutter contre ce terrorisme. Bon, vous savez, les soldats qui étaient, ce sont des soldats qui sont à la tête de ces pays aujourd'hui. Alors, ces soldats, pour la plupart du temps, étaient au front. Ces soldats-là savaient ce qui s'est passé au front. Alors, c'est ayant vu toutes ces frustrations-là, c'est ayant vu l'incompétence, n'est-ce pas, des civils à gérer ce problème que ces derniers sont venus. Mais depuis qu'ils sont venus, qu'ils sont arrivés, au moins il y a des avancées majeures en termes au niveau sécuritaire dans ces pays. Merci. Valentin Zawi. Bien qu'il y a de temps en temps des attaques. Valentin Zawi, on se demande maintenant à qui profite vraiment la militarisation du pouvoir. Très bonne question. J'avoue que personnellement, sur l'AES, j'ai une position assez mitigée, parce que chaque peuple a son histoire. Depuis 5 ans, pour certains, ils sont dirigés par des militaires. En règle générale, les coups d'État sont des mauvaises solutions à des problèmes réels et vrais, en règle générale. C'est vrai que quand on s'évertue à comprendre, ou pas à justifier, mais à expliquer, on est taxé d'être putschiste, donc je m'en réserverai. Mais plus sérieusement, ce qu'il faut dire, c'est que quand on prend ceux qui sont aux affaires aujourd'hui au Burkina Faso, mon pays de cœur, le Mali, le Niger, la prise de pouvoir par les militaires a été justifiée par l'insuffisance du soutien de l'État aux militaires pour défendre les populations, en tout cas pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qui a motivé ces prises de pouvoir-là. On a rarement vu ces régimes faire des points sur, comme disait Eric Baella, sur les contrées qui ont été récupérées depuis. On observe en règle générale qu'il y a beaucoup de propagande. Parce qu'à la fin, c'est bien de vouloir la souveraineté, c'est bien de vouloir s'autodéterminer, mais les populations dans tout ça, qu'est-ce qu'on observe? C'est quand même des situations difficiles qu'elles vivent. Oui, c'est peut-être une séquence à vivre pour demain, mais je parle du principe que quand on prend le pouvoir parce qu'on estime que la sécurité n'est pas suffisamment, supportée par l'État, et que maintenant on en est les décideurs, ben, logiquement, on doit aussi voir sur le terrain les avancées par rapport à cette lutte-là. C'est pas ce qu'on constate. Vous savez, nous sommes dans des pays où, M. Eric Baella parlait, la bonne gouvernance, je pense qu'on en a besoin dans nos pays pour avancer aussi. On a des régimes, finalement, qui vont peut-être s'occuper de tout, sauf de l'essentiel, qui vont s'enrichir. En fait, il y a quand même beaucoup de méfaits qui ne sont pas des natures à permettre aux populations d'être épanouies. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans des États où il y a quand même une compétition.
Qu'est-ce qu'on fait pour que chez nous, les populations soient mieux soignées, puissent partir à l'école dans de bonnes conditions? Bref, je pense que ce sont là les vraies questions que nous devons nous poser. Et sans cela qu'on peut se réjouir de la stabilité de notre pays. Et ce serait bien aussi que voilà, les autres pays aussi travaillent dans ce sens-là, parce qu'à la fin, c'est pour les populations qu'un régime au pouvoir voilà, existe aussi. Bien. Est-ce qu'on peut parler de souveraineté quand on dépend de la Russie? Non, ne dis pas qu'ils dépendent de la Russie. Il ne s'agit pas de rompre avec la France. Non, dépendre de la Russie, c'est un peu trop dit. Ils ont des accords avec la Russie, avec lesquels ils travaillent. Quel type d'accord? Des accords militaires, d'aide à la lutte contre le terrorisme. Il faut dire qu'en fait, il ne faut pas négliger aussi le sentiment de fierté que ces peuples-là affichent. Quand ils voient aujourd'hui cette volonté de reconquérir ce qui était avant dans les mains des colonialistes, des colons, de ceux qui les ont colonisés. Donc il y a ce sentiment de fierté là aussi qu'il ne faut pas ignorer. Moi, je le dis parce que, en fait, vous savez, quand on analyse un peu les régimes de l'AES, on peut dire même la Côte d'Ivoire avait commencé. Ce sentiment de rejet du colonialisme là. Aujourd'hui, on a vu que les armées françaises, que ce soit dans ces pays de l'AES, sont partis, même dans nos pays, ils sont partis. Donc, cette volonté de pouvoir se déterminer en dehors de ceux qui nous ont colonisés, c'est une volonté réelle, un sentiment qui est en tout un Africain qui veut reconquérir sa fierté. Donc, je crois que déjà, sur ce côté-là, on peut se réjouir de l'effet de l'AES. Mais c'est vrai que les problèmes ne vont pas se résoudre sur un coup de bâton magique. Ils vont mettre du temps, ils vont mettre la manière, mais pour l'instant, ce qu'on observe... Mais pourquoi ne pas permettre aux civils qui étaient élus selon la Constitution de prendre tout ce temps et d'avoir tout ce temps pour régler ce problème terrorisme? Comme tu le dis, tu vois, les civils qui ont été élus selon la Constitution, tu as vu un peu qu'ils n'ont même pas pu maîtriser ce qui était de leur... de leurs possibilités. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'ils n'ont pas pu maîtriser? Ils n'ont pas pu au point que c'est la rue qui les a fait partir. C'est la rue qui les a fait partir. Des coups d'État, pas la rue. Mais la rue aussi est sortie. Il ne faut pas oublier cela. Il y a eu quand on parlait du Mali, le Mali contre Ibeka, il y a eu une mobilisation populaire qui a fait partie d'Ibeka. Non, il y a eu une mobilisation dans la rue. Et au Burkina, au Niger, c'est des coups d'État. Et même en Guinée, qui n'est pas partie de l'AES, c'est militaire également. Bien, donc on ne peut pas ignorer cela, c'est des faits. Merci. Éric Bayala, il y a aussi l'état de la liberté d'expression et des manifestations dans ces États, la presse, les organisations de la société civile et même les partis politiques sont parfois muselés. Oui, merci. Ce que je voulais noter à l'intention de mon frère Michel Betta, il faut dire que la responsabilité de l'État dans une république ou dans une nation, ce n'est pas seulement de s'occuper uniquement que du volet sécuritaire. Il y a certains pans tels que l'éducation. Le devoir régalien. En tout cas, l'État a vraiment un rôle à jouer. Mais j'en arrive. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on parle des terroristes, on a l'impression que ce sont des extraterrestres qui sont venus d'ailleurs. Non. Les terroristes, par exemple, je prends un État comme le Burkina, ce sont des Burkinabés, peu de Burkinabés, qui se sont insurgés contre l'État parce qu'ils estiment que l'État les a oubliés en termes de développement. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont pris les armes. Et donc, il fallait un accord. C'est cet accord-là qui avait été initié déjà sous Blaise Compaoré, qui avait permis une accalmie et progressivement, ces questions avaient été réglées. Mais aujourd'hui, quand vous prenez les terroristes dans leurs vidéos qui disent qu'on prend les armes parce qu'on veut instaurer la charia, on veut qu'on appelle ça des gouverneurs musulmans dans les grandes provinces, dans les grandes régions, ça n'a absolument rien à voir avec la souveraineté. Ça n'a rien à voir, c'est un problème existentiel, propre aux Burkinabés eux-mêmes. Mais quand vous êtes un régime militaire, parce que des magistrats ont rendu une décision qui n'est pas à la faveur du régime, on prend les magistrats, on les envoie au front. Quand vous êtes un régime militaire, vous dites qu'à partir de maintenant, il n'y a plus de partis politiques et que tous les partis politiques sont suspendus. Quand vous êtes un régime militaire et que vous bâillonnez le peuple, on n'a plus droit à la parole. Parce que tous les autres leaders d'opinion sont envoyés au front et vous dites qu'il y a une nette amélioration. Ce ne sont pas des questions qui sont liées à la souveraineté. Non, monsieur.
Ils ont confisqué le pouvoir pour leur bonheur personnel. Ils entraînent avec eux la souffrance du peuple avec un populisme criard qui fait qu'aujourd'hui, les grandes réflexions sont bâillonnées et que le peuple, parce que ce que vous ne savez pas, et que nous feignons d'ignorer, c'est que dans ces États-là, le taux d'analphabétisme n'atteint même pas les 50%. Et donc, il suffit d'un matraquage au niveau de la communication pour abrutir le peuple et laisser croire que ceux-là, ils sont là pour leur bonheur. Merci Eric Bayala. Voilà, c'est ce qu'il faut noter. Vous allez réagir. Je reviens rapidement sur une question que tu as posée à Michel Betta, où tu disais que peut-on parler de souveraineté quand on dépend de la Russie. Alors, ce qu'il faut penser quand vous posez une telle question, c'est que le véritable combat de l'AES n'est pas bien cerné. En fait, on sait aujourd'hui que la Russie est peut-être que on en a un par-parole, vous allez expliquer le combat de l'AES. J'en viens. En fait, le véritable combat de l'AES aujourd'hui n'est pas de quitter un maître pour aller chez un autre. Le véritable combat de l'AES ou bien du panafricanisme vrai, c'est... Non, on parlera de panafricanisme, on parlera de l'AES. Bon, de l'AES, c'est le panafricanisme. Le véritable combat de l'AES aujourd'hui, c'est de briser les chaînes, quitter le joug des maîtres, proclamer sa souveraineté, une souveraineté véritable. Et vous pensez que la Russie ne fait pas partie de ces géants discuter dans le d'égal monde à égal avec les pays du monde entier sur tous les plans. Alors, est-ce que pour ça, on a besoin de faire des coups d'État? Aujourd'hui, la relation entre l'AES, les pays de l'AES et la Russie, ce sont des accords gagnant-gagnant. Des accords gagnant-gagnant dans tous les domaines, que ce soit au niveau sécuritaire, au niveau agricole, dans tous les domaines d'activité. Alors, c'est ce que je tenais à Merci, clarifier. docteur. Alors, Valentin Zawi, Oui, on va revenir. En fait, vous savez, c'est un débat un peu difficile parce que parfois on mélange un peu tout, parce que les notions ont du sens. Je ne pense pas que ceux qui sont aujourd'hui à la tête des pays de l'AES se battent pour le panafricanisme. C'est pas ce qu'ils ont dit, enfin, c'est pas ce que moi j'en ai compris. Quelle différence voyez-vous entre ces États et le vrai panafricanisme dont vous parlez? À la base, et on l'a dit il y a quelques minutes, quand vous prenez le régime au pouvoir aujourd'hui au Niger, au Burkina Faso et au Mali, ils estiment que les civils à un certain moment n'ont pas soutenu les militaires pour lutter contre le terrorisme. C'est clair. Donc c'est la raison pour laquelle ils ont préféré eux-mêmes aujourd'hui les décideurs. Ça fait 5 ans pour certains qui sont aux affaires. Concrètement, quels sont les résultats qu'ils ont obtenus? C'est ça la vraie question. Après, et c'est pourquoi je souhaitais intervenir. Nous sommes des jeunes États, 60 ans, 65 ans pour l'Afrique francophone. Nous sommes des jeunes États. La question aujourd'hui, est-ce que nous avons toutes les capacités pour nous autodéterminer? C'est une volonté normale. Il y a la manière forte, comme on l'a vu dans les pays de l'AES, pour dire à l'ancien pays colonisateur, les Français, partez de chez nous. Et puis il y a ceux qui estiment que, effectivement, il y a cette volonté de se prendre en charge, mais il faut aller progressivement. J'observe que nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas eu besoin de chasser quelqu'un pour rebaptiser nos voies et nos rues. Hein. C'est factuel. Donc, oui, on peut se déterminer par rapport à ça. Mais à la fin de la journée, comme dirait quelqu'un, ce qui est important, c'est que gagnent les populations. Je pense que le combat, il est à ce niveau-là. Bien. Alors, allez-y, réagissez. Et puis, est-ce qu'on peut bâtir un avenir régional sans démocratie? Oui, d'abord même, il faut aussi interroger les régimes qui ont failli au point que les militaires ont pris le pouvoir. Il faut interroger le régime des Blaise. C'est près de 20 ans de gouvernance. 20 ans. Avec une stabilité sécuritaire. 7 ans même de gouvernance. Au point que l'alternance même n'était même plus possible. Les gens ne pensaient plus à l'alternance. Donc, c'est tous ces régimes-là. Ces régimes qui veulent se maintenir au pouvoir. Maintenant que vous pensez à l'alternance et que Kaboré arrive. Il y a eu Kaboré. Il y a eu après quoi? Après Compaoré. Après un coup d'État? Pardon? Après un coup d'État, il y a eu Roche. Non, Roche n'est pas venu.
Non, monsieur. Juste après la transition. Juste après le départ de Compaoré. Après le qu'on appelle le départ de Compaoré. Il y a une transition. Il y a une transition. C'est pas un coup d'État. Il y a une transition, c'est pas un militaire. Il y a un soulèvement populaire. Il y a une transition civile. En 2014, il y a une transition civile. Sa manière de gérer l'État avec une alternance presque impossible, comme cela se voit ici, ce sont des conditions qui créent la révolte. Mais après lui, un président élu démocratiquement et chassé par des militaires. Donc, quand il est parti, comme le veut forcément un soulèvement populaire, mais c'est l'histoire. Il y a une transition civile, c'est pas les militaires qui sont au pouvoir. Attends, qui a pris le pouvoir quand il blesse le parti? Qui a pris le pouvoir? Quand tu parles de Zinda, c'était qui? C'était pas un militaire? Alors, je finis parce que je ne sais pas ce que je voulais dire. C'était un militaire, Zinda. Donc, quand il prend le pouvoir, c'est tout ça là qui crée les précédents auxquels on assiste. Oui. Donc, je veux dire qu'en fait, il y a une manière de gouverner. Et cette manière-là, malheureusement, quand certains chefs d'État africains viennent s'asseoir, ils feignent d'oublier ça et ils accusent après les militaires de s'insérer dans le processus démocratique. Non, mais pardon. On peut vraiment espérer un processus démocratique quand c'est un processus réel, démocratique réel. Sinon, c'est pas ce processus démocratique auquel on assiste dans nos pays-là. Bien, allez-y, Eric Bayala. Ce que je veux dire, vous n'avez que 30 secondes. De façon factuelle, au Niger, les autorités nigériennes viennent de chasser les entreprises qui avaient contracté avec les entreprises chinoises pour redonner le contrat à la France. Aujourd'hui, là où nous parlons, le premier ministre nigérien qui séjourne à Abidjan est allé rencontrer le président Alassane Ouattara. C'est ça. Parce qu'il ne suffit pas de chasser pour chasser. Non. On n'a pas besoin de rentrer dans une logique de confrontation avec celui de qui on veut s'en défaire. Quand tu dis rencontrer là, pour toi, c'est quoi? Dans la mesure mais il a été reçu par le président Ouattara. Oui, mais c'est des rapports. Non. Parce que il y a encore 3 mois, c'était pas... Non, parce qu'aujourd'hui, quand on voit les rapports qu'il y avait entre ces États-là et je rappelle la Côte d'Ivoire, on n'aurait pas qui aurait pu parier que ces États-là allaient venir à la rencontre du chef de l'État ivoirien. Quand on regarde les déclarations en point fini du chef d'État, du chef de la junte militaire au Burkina qui accuse la Côte d'Ivoire, et par derrière, il y a des émissaires qui veulent rencontrer le président, ça peut dire qu'ils se sont rendus compte qu'à l'usage de l'exercice, ils ne peuvent pas avancer. Merci Eric Bayala. Merci chef d'État. Docteur Ouattara. Merci, allez-y. Merci Eric Bayala. Ce que moi je disais d'entrée de jeu, c'est que dès le départ, les pessimistes. J'avais que vous avez 20 secondes. Oui, les pessimistes disaient que l'AES n'allait pas tenir 6 mois. Aujourd'hui, nous tendons vers 3 ans, on va vers 2 ans, 3 ans. Alors, ce que je veux dire, c'est que l'AES est en train de réussir son pari. Parce que les pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, etc., ont besoin de ces pays-là pour le fonctionnement de leur port, pour le fonctionnement de certaines activités. Alors, au Ghana, tout près ici, quand le nouveau président qui est arrivé, il a mis une commission en place, avec à la tête un facilitateur entre son pays et les États de l'AES. Il y a le Togo qui a fait un teasing pour dire que le Togo va rentrer dans l'AES. Ça a été un teasing. Mais je vous assure que c'est un teasing. Bien. Et si les retours sont favorables, merci. Alors, c'est terminé. Allez-y rapidement, 10 secondes pour terminer. Non, écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel. Bon, je pars du principe que les coups d'État, et comme quand on est démocrate, par principe, on connaît les coups d'État. Et moi, personnellement, c'est mon cas. Après que des militaires soient aujourd'hui aux affaires dans leur pays, tout le mal qu'on leur souhaite, c'est de travailler véritablement à l'épanouissement des populations. Merci, et surtout, transférer le pouvoir aux civils pour sortir des régimes d'exception. C'est l'heure du carton rouge. Voilà le premier carton rouge de cette émission avec Michel Betta. Oui, moi, je voulais vraiment attirer l'attention des autorités, surtout sur la vente du bétail. Vous savez, on approche d'une grande fête de la Tabaski et on constate que le bétail se vend partout, dans tous les quartiers. Tu sors de ta maison, tu vois un groupe qui a installé des moutons, ils sont en train de vendre. Tu passes ici, tu te balades partout. Donc vraiment, il faut qu'on mette de l'ordre à cela. Hein. C'est vrai que la fête approche, mais il faut vraiment, faut pas la faire en désordre, hein, comme il l'a dit. Merci Eric Bayala, carton rouge.
Bah oui, moi, mon carton rouge, c'est à l'endroit vraiment des chauffeurs, c'est-à-dire des usagers de la route. C'est vrai, il faut que chacun de nous, nous sommes tous concernés, que chacun de nous fasse l'effort de respecter le code de la route. Parce qu'on a l'impression que le respect du code de la route n'est exclusivement réservé qu'aux automobilistes et que les piétons n'ont pas de responsabilité. Mais c'est faux. Les piétons ont des responsabilités. On voit cet incivisme-là. Souvent, le feu est vert et c'est là que vous voyez des gens en train de traverser la route. Tout ça, il faut que ça change. Il faut qu'on comprenne que chacun de nous a sa responsabilité en tant que citoyen. Si on veut un État où il fait bien vivre, où on a de moins en moins d'accidents, où la route n'est plus un facteur qui effraie, mais plutôt un compagnon de notre épanouissement en tant qu'individu, il faut que chacun revête sa chasuble de responsabilité citoyenne. Merci. Dr Daouda Ouattara, carton rouge. Bien, mon carton rouge à l'endroit du ministère des Ressources animales et de la production halieutique, qui, en 15 ans de pouvoir, n'a pas pu mettre en place des mécanismes pour augmenter le cheptel du secteur bovin en Côte d'Ivoire, pour qu'à chaque fête de Tabaski, nous allions faire la courbette à certains États pour qu'on nous envoie du bétail. Ce qui fait que le prix du mouton est très très cher sur le marché. Carton rouge. Merci. Valentin Zawi. Nous sommes en fin d'année et puis mon carton rouge, c'est pour... Pardon ? Fin d'année. Nous sommes en fin d'année par rapport année scolaire. À l'année scolaire, pardon. Merci beaucoup. Je m'entendais, j'avais oublié qu'il fallait préciser, effectivement. Et nous sommes à la période des examens à grand tirage, il y a le CPE, le BPC et bientôt le bac. Et on observe que pendant ces examens-là, il y a des parents d'élèves qui vont accompagner leurs enfants dans les centres pour l'examen et qui restent là toute la journée et parfois qui transmettent leur charge émotionnelle à leurs enfants. Un enfant, on l'encadre toute l'année et après, il apprend aussi à être autonome. Donc, je pense qu'il faut peut-être que les parents aussi, enfin les parents qui le font, essaient de comprendre qu'ils ne rendent pas forcément service à leurs enfants. Merci Valentin Zawi. Nous sommes maintenant dans le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 50. Il y a exactement 50 ans, le 28 mai 1975, 15 pays ouest-africains s'accordent pour établir la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il aura fallu pas loin de 10 ans pour concrétiser l'idée d'union démocratique à travers l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Michel Betta, réaction sur ces 50 ans d'existence de la CEDEAO. D'abord, il faut saluer l'existence d'une communauté sous-régionale qu'est la CEDEAO. Il faut saluer cela. Il faut baigner quand on lit les mémoires, on comprend qu'il avait vu une CEDEAO plus économique que celle qu'on a aujourd'hui. Mais tout cela aussi va ensemble. Aujourd'hui, on parle de CEDEAO des peuples, la libre circulation des biens et des personnes. Moi, je crois que la CEDEAO, après 50 ans, doit vraiment comprendre qu'elle a atteint des années de maturité et il faut qu'elle ait une autre approche dans les relations internationales. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la forme qui n'a pas été mise dans l'approche avec l'AES qui font qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il y a une rupture de fait entre les États de la CEDEAO et l'AES. Il faut voir comment on peut corriger ça et faire avancer la communauté. Merci Eric Bayala. 50 ans, je pense que c'est un demi-siècle d'existence. 50 ans d'existence de la CEDEAO. Il y a eu du chemin parcouru. Il y a eu des avancées notables. C'est vrai que tout n'est pas rose. Il n'est pas facile de mettre ensemble des États qui ont leurs intérêts particuliers, de les convoquer autour d'une même table et de regarder dans la même vision. Il y a certains qui viennent avec le cœur totalement dédié à la cause. Il y en a d'autres qui viennent parce qu'ils ont des projets personnels. Mais c'est tout ça qui fait qu'il faut gérer. Aujourd'hui, avec l'expérience que la CEDEAO vient de vivre, le retrait des 3 pays, notamment ceux de l'AES, je pense qu'il y a lieu de repenser sa stratégie, il y a lieu de repenser ses méthodes, il y a lieu de revisiter les rapports qui les régissent entre eux, États. Il y a lieu de revoir quand même et de regarder dans le rétroviseur quels sont les objectifs fixés, quels sont les moyens que nous engageons pour atteindre ces objectifs. Mais ce qu'il est à noter, c'est qu'aujourd'hui, grâce à la CEDEAO, il n'y a pas de problème de circulation entre les États. Je me rappelle qu'une fois, j'avais une mission à effectuer à Accra. Et c'est au dernier moment, je me rappelle que mon passeport est périmé. Mais on m'a demandé juste ma carte nationale d'identité et avec ça, j'ai pu faire le voyage.
Et on m'a dit que non, vous allez dans un pays de l'AES, donc, pardon, de la CEDEAO, donc cela est possible. Ben, vous voyez, vous comprenez que ce sont des avancées notables. Merci. Et nous sommes passés progressivement. Il y a eu ces acquis-là qu'il faut vraiment encourager et qu'on arrête de jeter l'eau et le bain du bébé et le bébé. Merci. Valentin Zawi, réaction? La CEDEAO, c'est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à la base, c'est un bon projet. Il s'agit de fédérer des peuples. On n'y est pas encore. On a plus vu nos chefs peut-être plus soudés. Au niveau des peuples, il y a beaucoup à faire. Eric parlait tout à l'heure de ce que, oui, on peut passer d'une frontière à une autre, mais il y a aussi beaucoup de tracasseries. Ça sont des faits sur le terrain. Donc, je pense il faut revoir les tests, il faut revisiter certains objectifs en termes de vision, en termes d'action à mener. Et à l'occasion des crises qu'il y a eu avec les pays de l'AES, on a aussi vu les limites, n'est-ce pas, au plan diplomatique, voire politique, de cette institution sous-régionale. Donc je pense que l'occasion, elle est bonne et belle pour revisiter tout ça et puis voilà, donner un nouveau départ à cette institution dont on a besoin pour aller de l'avant dans la sous-région. Docteur? Bien. La création de la CEDEAO est une très, très, très belle initiative dès le départ. Même si dans la pratique, il y a eu beaucoup de situations un peu biaisées ou bien gênantes. Après 50 ans d'existence, c'est maintenant que la CEDEAO devait atteindre sa vitesse de croisière. Mais on remarque que c'est maintenant que la CEDEAO est en train de plonger. Parce qu'il y a eu des situations qui ont entaché son image, qui lui ont enlevé tout crédit. Donc, du coup, la CEDEAO doit être repensée. Merci, voilà, Docteur Daouda Ouattara. Merci à Valentin Zawi, Eric Bayala et Michel Beta. Chers téléspectateurs, fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Et portez-vous bien, que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir.